Bonjour à toutes et à tous. Jérôme Billet, je suis le délégué général de France Innovation. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'essor du traitement automatique du langage et dans quelle mesure ça transforme la veille technologique. Et donc, ce sera Sylvain Massip d'Obsidia, qui est membre de France Innovation, qui prendra la parole dans quelques instants. Euh, deux éléments d'introduction. Un élément technique tout d'abord. Pour ceux qui sont rodés au webinaire France Innovation, vous le savez, vos webcams sont coupés ainsi que vos micros. Ça sera le cas sur l'intégralité de la session. Vous avez la possibilité de poser des questions en direct via le module questions qui s'offre à vous par écrit. On fera une modération des questions et on essaiera de traiter l'intégralité des questions après l'intervention de Sylvain. Le webinaire est enregistré, ce qui veut dire que vous aurez accès au replay en cours de journée ainsi qu'au support de présentation. Merci à vous d'être présents. Je vais vous parler quelques instants de France Innovation. On va laisser la main à Sylvain, ça permettra à tout le monde de pouvoir bien s'installer. Donc France Innovation, c'est une association d'entreprises innovantes. Donc on va retrouver au sein de l'association aussi bien des entreprises qui mènent des travaux de recherche et de développement technologique pour le compte de tiers. Pour le compte de tiers veut dire aussi bien pour le compte de start-up, de PME, de TI, de grands groupes, voire d'organismes publics de recherche sur un volet maturation technologique, toutes disciplines et domaines d'application confondus. On va également trouver des entreprises innovantes, bien entendu, par du produit, du procédé ou du service, mais orientées B2B et industrie. Et enfin, on va trouver des acteurs plutôt à la dimension conseil et accompagnement d'innovation, que ce soit sur les problématiques de financement, financement privé, financement public, bien entendu, les conseils en propriété intellectuelle, les gens qui accompagnent sur l'export, sur le recrutement, etc. Et une nouveauté qui est arrivée chez nous en mars 2022, dans le cadre de la plateforme communautaire de France Innovation, dorénavant, il est possible pour les collectivités, les clusters, les organismes de recherche ou encore les investisseurs d'être présents sur cette plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un travail d'abord de représentation qui se fait à double sens, c'est-à-dire l'État qui nous consulte et nous qui faisons également remonter de l'information auprès de l'État. Donc, ça peut être des grains de sable. Et si en plus on a une solution à ce grain de sable, eh ben, c'est très bien. Tout un volet d'information, que ce soit sur les newsletters, les webinaires. Pour nous, ce webinaire-là aujourd'hui vous apporte de l'information, tout comme tous les webinaires qu'on fait au cours de l'année. Pour un ordre d'idée, l'année dernière, on a fait une cinquantaine de webinaires, c'était à peu près 11 000 inscrits. Donc on est ravis, donc on continue. Il y a également le volet mise en lumière qui est plutôt orienté pour les membres, que ce soit par l'annuaire, par le magazine 360 degrés R&D, qui est un magazine trimestriel, par les réseaux sociaux et également bien entendu par les webinaires. Tout ceci est à disposition de nos membres. J'en toucherai deux mots ensuite. La plateforme communautaire, alors la copie d'écran que vous avez sous les yeux est déjà obsolète puisque je crois qu'il y a 455 fiches aujourd'hui qui sont en ligne. L'association, c'est plus de 500 membres. Donc, il va falloir du rattrapage puisqu'il y a des membres qui n'ont pas encore leurs fiches et on a des fiches qui sont encore dans les cartons. Le magazine que j'ai évoqué, qui existe en version papier, vous pouvez très bien demander la version papier, mais également en version électronique. C'est un magazine qui est diffusé aujourd'hui à 25 000 exemplaires, 2 000 en version papier et donc 25 000 en version électronique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas le cas pour recevoir ce magazine qui est trimestriel. On a pris un peu de retard et de décalage dans certaines périodes. On n'a pas forcément respecté le caractère trimestriel, mais on rattrape le temps perdu. Il y a tout un volet aussi de mise en relation, que ce soit par les recherches de compétences, on fait à peu près 500 mises en relation par an, la plateforme communautaire, où régulièrement on fait des journées où les membres peuvent se rencontrer. Il y a également les événements France Innovation Meetings, j'en toucherai deux mots juste après, et puis les événements sur lesquels nous sommes partenaires. Partenaires, c'est-à-dire qu'on a des tarifs préférentiels pour nos membres, et puis nous-mêmes, en règle générale, on y participe. Sur les événements France Innovation Meetings, le principe est très simple, c'est des rendez-vous d'affaires sur une journée. Vous avez possibilité de faire des demandes de rendez-vous. Et bien entendu, vous êtes libre d'accepter de refuser ces demandes de rendez-vous. Et de fil en aiguille, ça constitue comme ça votre planning de rendez-vous d'affaires préprogrammé pour le jour J. Et en parallèle de ces rendez-vous d'affaires sont également organisés des ateliers, des sessions d'information comme des mini-webinaires sur des sujets, bien entendu, en lien avec la thématique du jour côté France Innovation Meetings. 3 dates sont déjà fixées, 3 thématiques. On sera autour de la thématique manufacturing le 6 juillet. Le 26 septembre, ça sera autour des matériaux. Et le 5 décembre, santé, cosmétique et agro. Une quatrième date, une quatrième thématique est à l'étude. Pour l'instant, j'en parle peu puisqu'il y a des choses à caler encore de notre côté. Mais ça devrait avoir lieu plutôt sur octobre-novembre.
Ça, c'est une copie d'écran qu'on retrouve sur la page adhérer de France Innovation. C'est une nouveauté aussi qui date de l'année dernière. On peut dorénavant être membre gratuitement de France Innovation, donc c'est la colonne membres. Et lorsqu'on veut accéder à des services plus importants, on peut basculer sur du membre premium ou super premium. Tout ceci est transparent et vous retrouvez sur la rubrique adhérer, mais encore une fois, pour rejoindre l'association gratuitement. Pour rejoindre, tout simplement, vous cliquez sur plateforme communautaire, s'inscrire et vous pouvez créer votre profil qu'on va retrouver ensuite sur l'annuaire. Quelques dates à retenir. Alors celle du 9 mars, non, vous l'avez déjà retenue puisque vous êtes ici. On va basculer de suite au 14 mars. 14 et 16 mars, on fera la part belle à des appels à projets France 2030 qui sont opérés par l'ADEME. 14 mars, ça sera autour d'un appel à projet plutôt orienté investissement sur le soutien au déploiement de stations de recharge véhicules électriques haute puissance. Le 16 mars, ça sera autour des produits biosourcés et biotechnologies industrielles. Donc là, on parle plus d'innovation pour le coup. Et le 25 mai, brevet ou secret, ça sera Autier IP qui sera à la manœuvre, qui est un membre de France Innovation. Comment optimiser ces deux atouts pour garder une longueur d'avance. À noter, ça c'est important, c'est ce que vous voyez en italique, c'est que d'autres webinaires sont déjà en cours de programmation, donc il ne serait pas étonnant du tout qu'il y ait des webinaires qui viennent se greffer, notamment au mois d'avril, également sur les premiers jours de mai. Donc pour ceci, soit vous abonnez à notre newsletter, soit vous regardez, c'est un peu plus fastidieux, plus régulièrement la page webinaire du site de France Innovation. Ça, c'est un rappel de nos coordonnées, le site internet, l'adresse générique, LinkedIn et Twitter. Plus actif sur LinkedIn que Twitter, mais donc n'hésitez pas à nous suivre sur le compte LinkedIn France Innovation sur les réseaux. Merci à vous. De suite, je laisse la parole à Sylvain puisque vous êtes là surtout pour Sylvain Massip d'Obsidia qui va nous parler donc cette notion de traitement automatique et la veille technologique, bien entendu. Bonjour à tous. Alors, je vous partage mes slides. Ma webcam. Voilà. Je pense qu'on doit être au complet. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Parfait, Sylvain. Parfait. Très bien. Ok. Donc, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Comme l'a expliqué Jérôme, je viens vous parler du traitement automatique du langage, des révolutions que le traitement automatique du langage a subi ces dernières années et de la manière dont ça va transformer la veille technologique. Mes slides arrivent à passer, voilà, parfait. Donc, on va principalement parler de 4 sujets aujourd'hui. J'ai séparé ma présentation en 4 parties. D'abord, on va parler de la veille technologique, donner quelques définitions. Je vais vous dire comment nous, chez Obsidia, on voit la veille technologique. Ensuite, je vais développer sur le traitement automatique du langage et les multiples révolutions technologiques qu'il génère depuis quelques années. Donc, on va évidemment parler de l'actualité et un peu de ChatGPT, mais c'est quelque chose qui existe. Finalement, c'est des révolutions qui datent d'il y a un peu plus longtemps. Ensuite, je vais décrire l'impact du traitement automatique du langage sur la veille technologique, la manière dont finalement le traitement automatique du langage va permettre de booster la veille technologique, de la rendre plus puissante. Et pour finir, je vais vous présenter brièvement quelques cas d'utilisation choisis évidemment de manière tout à fait personnelle, mais que voilà, que je trouve intéressant et qui m'ont beaucoup inspiré. Alors, j'en viens donc à la première partie. Qu'est-ce que la veille technologique? Alors, selon la définition de François Jacobiac, que je trouve excellente, c'est l'observation. Et je trouve que dans cette définition, vraiment, tous les mots sont importants. C'est l'observation et l'analyse de l'environnement scientifique, technique, utile à la prise de décisions stratégiques. Donc, d'abord, l'observation et l'analyse. Donc, on ne se contente pas d'observer, on va aussi analyser. Évidemment, l'environnement scientifique et technologique, ça tombe sous le sens. Mais également, cette notion que ça doit être quelque chose d'utile, d'actionnable, qui permet de
prendre des décisions stratégiques. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important, dans tous les gens qui parlent de veille technologique, qui est évidemment très important chez nous, pour nous chez Obsidia. Et donc, voilà, c'est important que vous ayez ça en tête également. Alors, tout d'abord, quelques mots généraux sur la veille technologique. C'est un enjeu qui est absolument majeur. C'est un enjeu qui est absolument majeur et qui est de plus en plus important. Trois grandes raisons à cela. D'abord, l'essor des deep tech qui créent un besoin d'information scientifique toujours plus important. En quelques mots, les deep tech, donc c'est le fait d'aller chercher pour des entreprises privées les innovations, leurs futurs produits, leurs futures innovations dans des nouvelles technologies et potentiellement des nouvelles technologies développées à l'université. Ce secteur-là a reçu 83 milliards d'investissements privés l'année dernière et c'est un chiffre qui a été multiplié par 5 en 5 ans. Donc on voit qu'on est vraiment sur une lame de fond extrêmement importante avec des développements qui sont très importants. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, il y a notamment l'événement Hello Tomorrow, qui est vraiment centré sur cette idée des deep tech. Et c'est un événement qui se développe extrêmement vite. Et on voit par le développement de cet événement l'importance de ce concept de deep tech et de comment les futures innovations des entreprises viennent d'une innovation à forte composante technologique et potentiellement issue de l'université. Donc, on a un besoin d'information scientifique qui est toujours plus grand et qui est finalement de plus en plus partagé par toutes les entreprises. Toutes les entreprises veulent innover. Elles ont toutes besoin de technologies pour innover, en particulier pour tout ce qui va concerner le fait de faire évoluer les produits et les business models en lien avec les crises qu'on connaît, hein, crise environnementale, crise sanitaire, etc. Tout ça, c'est des enjeux qui nécessitent une innovation deep tech. Il y a un deuxième élément qui est extrêmement important pour comprendre cet enjeu de la veille technologique et scientifique, c'est le volume et la disponibilité de cette information scientifique. D'abord, le volume. L'année dernière, en 2022, il y a eu plus de 8 millions d'articles qui ont été publiés, plus de 8 millions d'articles scientifiques. Et les articles scientifiques, c'est seulement une partie, parce qu'en plus des articles scientifiques, il y a les brevets, il y a les projets de recherche qui sont financés par des instituts publics comme l'ANR ou la Commission européenne, qui publient également des avancées de leurs travaux, etc. Et il y a tout ce qui va concerner la presse professionnelle liée à l'innovation technologique. Donc, on voit qu'on est sur des volumes d'informations qui sont absolument démentiels. Rien que pour lire les articles scientifiques, l'année dernière, il aurait fallu, pour lire tout ce qui a été publié l'année dernière en termes d'articles scientifiques, il aurait fallu plus de 200 ans. Bon, vous avez probablement d'autres choses à faire dans les 200 prochaines années que de lire juste les articles scientifiques et juste les articles scientifiques publiés en 2022. Un autre élément qui est très important par rapport à cette information scientifique et technologique, c'est qu'elle est de plus en plus facilement accessible. C'est vraiment un domaine qui est en train de passer en open data. On parle d'open access, on parle d'open science depuis assez longtemps, depuis le début du 21e siècle. En gros, les premières initiatives datent du début du 21e siècle. Mais c'est quelque chose qui est resté quand même pendant assez longtemps, assez confidentiel, assez peu développé. Et là, depuis quelques années, depuis 4 ans, on voit une explosion puisque voilà, en 4 ans, on est passé de un peu plus d'un tiers à quasiment 2 tiers d'articles en accès ouvert. Et c'est évidemment une tendance qui va se poursuivre. C'est une tendance qui est drivée par
notamment des décisions législatives et des décisions des financeurs de la recherche qui imposent l'accès ouvert aux publications scientifiques. Et c'est ça qui explique que cette dynamique soit vraiment très importante et que cette transformation soit maintenant très rapide après avoir mis du temps à démarrer. Donc, si on récapitule, on voit qu'on a un fort besoin d'informations scientifiques et technologiques, une information qui est toujours plus vaste, toujours plus importante, ce qui crée des grosses opportunités, mais c'est des opportunités qui ne sont pas forcément faciles à récupérer parce que le volume est trop important. Pour revenir de manière un petit peu théorique sur ce que c'est que la veille technologique, en général, on découpe la veille technologique en un cycle avec 4 grandes étapes. La première étape, ça va être de planifier, de définir les objectifs, le cadre, qui va faire la veille, quels sont les objectifs et quelles sont les décisions stratégiques que l'on va en tirer. Évidemment, une étape extrêmement importante. La deuxième étape, ça va être le cœur du réacteur, le fait de collecter les informations. Donc, on va choisir les sources et on va récupérer automatiquement ou à la main les documents d'intérêt sur les différentes sources possibles. Donc, dans le cas de la veille technologique, ça va être les sources, ça va être tout ou partie des sources que j'ai évoquées tout à l'heure, donc les articles scientifiques, les brevets, les projets de recherche financés, et puis ce qu'on appelle la littérature grise, donc la littérature professionnelle, les livres blancs, etc. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'analyser cet ensemble de documents pour en tirer les conclusions qui s'imposent et rendre finalement cet ensemble de données actionnable. On imagine bien que c'est une étape qui est extrêmement complexe puisque si on a bien fait la deuxième étape, qu'on a bien fait la collection, logiquement, on va avoir accès à des masses d'informations scientifiques très, très importantes. Et donc, arriver à trouver ce dont on a besoin dans cet ensemble et arriver à en tirer les conclusions qui s'imposent pour son business, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et évidemment, le fait d'avoir des outils pour le faire, c'est quelque chose d'important. Et enfin, la dernière étape, qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est le fait de diffuser cette information, de l'envoyer aux bonnes personnes de manière à ce que cette action qui, grâce à notre analyse, était actionnable, se transforme véritablement en action. Et donc, c'est important, quand on réfléchit à un projet de veille technologique, d'avoir en tête ce framework, ces 4 étapes, et de bien avoir en tête la manière dont on va procéder pour réaliser chacune de ces étapes. Comme souvent avec ce type de processus, la veille sera aussi bonne que la moins bonne des étapes. Donc, il ne faut surtout pas en négliger une parce que ça casse finalement toute la chaîne. Un autre élément qui est important, à mon sens, et qu'on a vraiment fortement en tête chez Obsidia, c'est la temporalité de la veille technologique. On distingue vraiment 2 manières assez différentes qui vont correspondre à des besoins assez différents de faire de la veille. D'une part, il y a une veille que je vais qualifier de longitudinale, qui est en général celle à laquelle on pense en premier, c'est-à-dire un expert ou un groupe d'experts dans une entreprise qui vont suivre les nouveautés dans leur domaine d'expertise sur la durée. Donc, leur objectif, c'est vraiment de s'informer de ce qui se passe de nouveau de manière, on va dire, relativement ouverte. Ils vont essayer de s'informer sur ce qui se passe de nouveau dans leur domaine. Une autre manière de traiter la même information, mais avec des objectifs bien différents, ça va être ce que j'appelle la veille ponctuelle.
et c'est le cas d'usage de quelqu'un dans une entreprise qui va rencontrer un verrou technologique et qui va chercher à un instant donné à analyser toute l'information scientifique pour trouver un moyen de contourner ce verrou. Et donc, d'une part, l'utilisateur de cette veille ponctuelle potentiellement n'est pas un expert, n'est pas particulièrement expert de ce sujet, hein, c'est plutôt voilà, dans son développement de produit, il rencontre un verrou et donc il doit trouver les moyens de contourner ce verrou. Et le deuxième élément important, c'est que du coup, là, on va être sur un process qui va prendre, qui sera beaucoup moins long et qui donc nécessite de trouver très rapidement des résultats. Et finalement, ce processus de veille ponctuelle, si on imagine un utilisateur qui a besoin de créer un nouveau produit technologique complexe, ben on peut imaginer que des verrous technologiques, il va en rencontrer plusieurs et que donc ce mécanisme de veille ponctuelle, même si à chaque fois c'est sur un temps relativement donné, il va le faire plusieurs fois. Et donc, pour en revenir aux 4 étapes de la veille, on va avoir dans les deux cas les 4 étapes de la veille qui vont se faire de la même façon, mais les 4 étapes vont exister, mais elles seront faites d'une façon un petit peu différente. Et donc là aussi, pour moi, c'est très important quand on réfléchit à une manière de faire de la veille, de bien avoir en tête dans quelle catégorie on va se positionner, avec évidemment la possibilité de se positionner dans les deux simultanément. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour clarifier ce que j'entends par veille technologique et proposer quelques approches qui me semblent importantes dans le développement de projets de veille technologique. Je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé sur l'apport des réseaux de neurones dans le traitement automatique du langage. Alors, le traitement automatique du langage, c'est une discipline qui existe depuis longtemps. Ça fait quand même longtemps qu'on a des grands volumes de textes, des grands volumes d'informations et qu'on cherche à les analyser. Mais ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est l'irruption dans ce domaine du traitement automatique du langage des réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones ont connu un renouveau dans les années 2000. On a vu l'analyse automatique d'images être complètement bouleversée par les réseaux de neurones. Et donc, voilà, ça c'était au milieu des années 2000 avec une vague d'innovation très importante au milieu des années 2010. Dans le cadre du traitement automatique du langage, c'est le même processus, mais il a commencé plus tard. Il a plutôt commencé au milieu des années 2010. Et c'est maintenant qu'il arrive à un certain niveau, on va dire, de maturité qui fait que les approches et les cas d'usage de ce traitement automatique du langage neuronal sont en train de sortir de terre. Donc évidemment, le plus visible, c'est ChatGPT qui est sorti en fin d'année dernière, mais il faut bien voir que c'est quelque chose d'assez qui finalement, c'est une vague qui date de plusieurs années et qu'évidemment, on suit avec beaucoup d'intérêt chez Obsidia. Alors, la semaine dernière, on a fait un séminaire sur ce sujet-là au sein d'Obsidia. On a commencé à la théorie de l'information de Claude Shannon. Moi, je vais être beaucoup plus modeste dans mon approche aujourd'hui. Je vais simplement commencer en 2014 avec Word2Vec, mais effectivement, c'est sûr que c'est un domaine qui a une longue histoire. Donc, en 2014, c'est le début, on va dire, de l'utilisation des réseaux de neurones dans le traitement automatique du langage, avec les plongements lexicaux et en particulier Word2Vec,
qui sont des algorithmes qui permettent aux machines d'avoir une représentation du sens des mots. On a toujours besoin, quand on fait du traitement automatique du langage, de passer de mots, de texte à des chiffres, parce que les machines ne comprennent que les chiffres. Avant Word2Vec, on faisait ça principalement avec des approches de type bags of words, où on comptait le nombre d'occurrences des mots dans le corpus. Avec Word2Vec, on ne se contente plus de compter le nombre d'occurrences, on a vraiment une représentation pour la machine du sens des mots avec finalement des mots proches qui vont avoir des mots dont le sens est proche, qui vont avoir des représentations proches dans le traitement qu'en fait la machine. Et donc, évidemment, ça a ouvert le champ des possibles de manière très, très importante. Donc là, avec Word2Vec, on était sur des réseaux de neurones qui étaient encore très simples. Ça s'est évidemment beaucoup complexifié avec voilà, il y a eu différentes approches de réseaux de neurones de plus en plus profonds pour traiter le texte. On considère en général que les chatbots et les grands modèles de langue qu'on vous voit aujourd'hui ont été initiés par un article de 2017 qui s'appelle Attention is all you need, qui décrit le mécanisme d'attention et qui invente, on va dire, une brique technologique qui s'appelle les transformers. Et l'apport de cette brique technologique, c'est la capacité pour la machine de gérer les longues phrases, de s'assurer que la machine a fait suffisamment attention au début de la phrase, quand on a une phrase très longue, et qu'elle n'oublie pas le début de la phrase au fur et à mesure que la phrase avance. Donc, une immense révolution, et à partir de là, à partir de 2017, ça a été, on va dire, la course à l'armement sur ces architectures de transformers qui vont donner les grands modèles de langue. Le grand modèle de langue qui a occupé l'actualité de ce domaine pendant plusieurs années, c'est BERT, qui a connu de très nombreuses dérivations pour être appliqué à des domaines différents, etc. Donc voilà, on a beaucoup parlé de BERT à partir de 2018, mais il y a eu vraiment des dizaines d'autres grands modèles de langue qui ont été développés jusqu'à les modèles de langue de OpenAI, GPT-3 et son petit frère ChatGPT dont on a beaucoup parlé récemment. Mais il faut voir que c'est vraiment donc ChatGPT repose sur le même principe que BERT, à savoir les transformers, les mécanismes d'attention, et on a vraiment un processus au long cours de développement technologique. Ce qui est intéressant dans ces technologies, c'est que ça repose sur des grands modèles. Alors j'ai mis open source, mais ils sont pas tous open source. Mais globalement, ils sont quand même relativement disponibles, même ceux qui ne sont pas open source, comme ceux d'OpenAI. Et du coup, on a vraiment une diffusion technologique très rapide avec des améliorations incrémentales très très rapides de ces technologies-là. Et donc, voilà, le nombre de gens qui travaillent sur des grands modèles de langue ou avec des grands modèles de langue, c'est développé très 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 vite. Et c'est ça aussi qui a entraîné ce développement technologique foisonnant et extrêmement rapide. Alors, les grands modèles de langue, quelles sont leurs grandes propriétés? Alors, d'abord, ce sont de gigantesques réseaux de neurones. Et donc, ils ont été entraînés sur des corpus de texte gigantesques, puisque plus un réseau de neurones est grand, plus il a besoin de beaucoup de données d'entraînement pour fonctionner. Donc, on parle de choses qui ont été entraînées sur tout Google News, voire sur tout le web. Donc, c'est vraiment des très, très grandes quantités de données. Et du coup, ça veut dire que c'est pas à la portée de tout le monde de recréer de zéro un grand modèle de langue. C'est forcément des acteurs, des très très gros acteurs qui font ça parce que ça coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais en revanche, une fois créés, une fois entraînés, ces réseaux de neurones peuvent être réutilisés par
par une multitude d'acteurs. Il faut bien comprendre que ces modèles de langue, ce n'est pas un moteur de recherche. Ils ne sont pas liés à des bases de données, ils n'ont pas de base de connaissances interne, ils n'ont pas de représentation de la connaissance, ils ne peuvent pas chercher sur le web et ils n'ont pas accès aux sources, ils vont pas être capables d'expliquer d'où ils tirent leurs résultats, leurs phrases. Et donc évidemment, ça c'est une limitation assez importante dans le domaine de la veille technologique, ça va avoir des conséquences assez importantes. Finalement, ces grands modèles de langue, c'est vraiment, il faut les voir comme des logiciels d'autocomplétion extrêmement sophistiqués, extrêmement puissants. Mais il faut bien voir que quand vous posez une question à ChatGPT, il va chercher à trouver la réponse statistiquement la plus probable à la question. Et c'est tout. Il ne va pas se demander si c'est vrai ou pas, il ne va pas aller chercher des sources, il ne va pas vérifier, il va juste compléter, répondre à la question de la manière statistiquement la plus probable. Et du coup, ces différentes caractéristiques amènent des limitations qui commencent à être assez connues. Alors, il y a évidemment les fameuses hallucinations, donc les cas où le modèle de langue va inventer de toutes pièces des choses qui sont totalement fausses. Alors, évidemment, ça s'explique facilement. Ils ont été entraînés sur des corpus de texte très larges, et donc y compris de la fiction. Donc, inventer du texte, inventer des faits complètement fictifs, ça a une probabilité statistique qui est pas du tout nulle. Et donc, typiquement, quand on pose à ChatGPT une question dont il ne connaît pas la réponse, eh ben, il va inventer. Il va inventer et il va affirmer de manière, il va répondre exactement de la même manière que ce soit quelque chose de vrai ou quelque chose de faux. Et donc, c'est évidemment ça qui est très dangereux et qui a été moqué dans de très nombreux cas. Je ne sais pas si vous avez vu passer les histoires sur les œufs de vache de ChatGPT. Voilà. Évidemment, c'est le type d'erreur qui rend difficile son exploitation, parce que quand on ne connaît pas la réponse et qu'on sait qu'il peut nous répondre des choses comme ça, c'est un peu embêtant. Une autre limitation assez connue, c'est qu'ils ont été entraînés sur un corpus de texte très large, mais c'est un corpus de texte a priori créé par des humains, avec des biais, et donc les IA vont reproduire exactement les mêmes biais que le corpus d'entraînement. C'est un sujet qui fait beaucoup parler aussi, et les concepteurs de modèles de langue font très attention et essayent vraiment de trouver des solutions pour contourner ces biais, mais c'est une difficulté qui est assez importante. Et donc la dernière limitation, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'ils nécessitent une très grosse puissance de calcul, et donc c'est pas à la portée de tout le monde, et évidemment il y a des impacts en termes énergétiques, en termes environnementaux, qui sont pas neutres du tout. Une des approches qui a été utilisée pour essayer de contourner, dans le cas des publications scientifiques, certains de ces biais, ça a été de créer des modèles qui vont être optimisés pour les publications scientifiques, soit en étant réentraînés sur des publications scientifiques, soit en étant entraînés uniquement sur des publications scientifiques. Alors, je vous ai mis à nouveau quelques exemples, Scibert, BioBERT, Bloom et Galactica l'année dernière, et récemment BioGPT. Voilà, c'est quelques exemples. Il y en a également des dizaines. Il y a PatentBERT également. Je vous ai dit BERT, il y a beaucoup de dérivations. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on va entraîner le modèle sur un corpus plus petit, plus fiable, et donc ça coûtera moins cher en termes d'énergie et d'environnement, et en plus, on aura quelque chose de plus fiable. Le problème, évidemment, c'est que comme ces corpus sont plus petits, c'est difficile d'entraîner des réseaux de neurones aussi grands sur ces corpus un peu plus petits. Mais globalement, les résultats qui ont été rapportés, c'est que ces différents modèles, sur certaines tâches, permettent d'améliorer le résultat sur certaines tâches liées à l'analyse de textes scientifiques. Ça permet d'améliorer assez significativement les résultats. Donc, au final, si on fait le bilan,
on voit qu'on a une technologie qui est quand même assez révolutionnaire, qui ne répond pas à tout, mais qui va permettre de traiter d'une façon améliorée un certain nombre de tâches relativement classiques du traitement automatique du langage, à savoir reconnaître des entités ou des concepts, détecter des relations entre les concepts, faire de la traduction, évidemment, et également de la classification de documents, et il y en a d'autres, mais c'est ça les principales actions du traitement automatique du langage. Et donc, évidemment, l'idée, ça va être d'utiliser ces tâches classiques, qui sont faites de manière beaucoup plus performante, pour améliorer le traitement automatique des textes scientifiques. En résumé, pour finir sur cette partie, on voit que les grands modèles de langue sont une technologie tout à fait révolutionnaire, mais ce ne sont pas des robots experts en tout qui vont répondre à toutes vos questions. En revanche, ce sont des outils formidables à combiner pour développer des outils d'analyse de textes scientifiques intelligents. J'en viens maintenant à la troisième partie de mon exposé sur l'impact de ces technologies sur la manière dont on fait de la veille technologique. Donc, je reprends le cycle de la veille, vous vous souvenez, planifier, collecter, analyser et diffuser. L'impact de ces technologies va principalement tenir à la phase 2 et à la phase 3. Donc, sur la phase 2, quand on pense à la collection de données pour la veille technologique, on voit déjà que c'est quelque chose qui peut être assez pénible et ennuyant quand on le fait à la main. Donc, on imagine bien que c'est le type de tâche où on va chercher de l'automatisation. Là où les technologies de traitement automatique du langage vont avoir de l'impact, c'est qu'elles vont permettre de faciliter la compréhension des requêtes et donc l'identification des bons documents, vont permettre d'automatiser la détection des documents et le choix des documents qui sont pertinents, et ensuite la classification des documents, donc ranger les documents dans les bons tiroirs pour les trouver ou les retrouver facilement. Ensuite, sur la phase d'analyse également, donc la phase d'analyse, on a un grand volume de données, on va chercher à en extraire des connaissances, et là aussi on imagine bien qu'on va avoir besoin d'outils d'intelligence artificielle. Il va y avoir l'idée de détecter des concepts, des relations, et donc d'extraire directement de la connaissance des articles scientifiques. Il va y avoir l'idée de pouvoir synthétiser des documents et donc créer à partir d'un corpus divers et multiple un résumé clair et synthétique d'un domaine scientifique, et de manière un peu plus générale, tout ce qui va concerner l'extraction d'informations de ces grands volumes pour être réutilisé plus tard sur d'autres avec d'autres objectifs. Donc voilà, principalement les technologies de traitement automatique du langage vont permettre de développer des outils qui vont se positionner dans un cycle général de veille. Ces outils ne vont pas remplacer l'intégralité de la veille, ne vont pas faire la veille tout seul, mais ce sont vraiment des formidables atouts technologiques pour, de manière ciblée, aller améliorer un certain nombre de choses dans la veille technologique pour lui donner beaucoup plus d'impact, la rendre plus rapide, plus simple et surtout beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissante. Je continue ma présentation avec quelques exemples d'utilisation. Alors, il y en a vraiment un nombre très très important, donc j'en ai choisi quelques-uns juste pour vous donner quelques petits exemples précis, et comme le temps passe, je ne vais pas non plus y passer trop de temps. Donc j'ai choisi 3 exemples particuliers. Le premier, c'est un exemple qui m'a beaucoup inspiré. C'est quelque chose, c'est un exemple qui vient du monde académique, qui a été fait à Stanford, je crois, et qui est sorti
vraiment au même moment que la création d'Obsidia, donc c'est quelque chose qui a été assez important pour moi, et c'est pour ça que je vous en parle. Et donc, vous voyez, ça date déjà d'il y a quelques années, et ça reposait du coup sur des plongements lexicaux, donc vraiment l'approche la plus simple de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et juste avec cette approche, juste avec cette représentation sémantique des concepts pour la machine, les chercheurs avaient développé un pipeline qui permettait de deviner des propriétés de matériaux futurs ou de matériaux qui n'existent pas grâce à des propriétés connues de matériaux qui existent. En recombinant ces propriétés de matériaux qui existent, ils arrivaient à déterminer des propriétés de matériaux futurs et proposer des hypothèses de recherche dans le domaine des matériaux. Et donc ils avaient montré que en arrêtant leur entraînement à des articles de 2010, ils arrivaient à retrouver des choses qui avaient été découvertes entre 2010 et la date de la sortie de l'article. Donc c'était extrêmement intéressant. Un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que font aujourd'hui un certain nombre de biotech, et en particulier Benevolent.ai, qui est un des leaders dans ce domaine-là, qui va identifier les médicaments de demain à partir de la littérature scientifique. Donc, ils vont, de la même manière que Matt Tuveck le faisait avec les matériaux, aller déterminer aller analyser tout ce que l'on dit sur certaines molécules et certaines maladies, et recombiner tout ça pour proposer des nouvelles hypothèses de recherche. Et donc, Benevolent.ai a généré de cette manière-là une vingtaine, il me semble, de molécules qui sont en cours d'essais cliniques et qui sont vraiment tirées de la littérature scientifique. Donc là encore, je trouve que ça illustre vraiment très bien la puissance que ce type d'approche peut avoir pour ce type d'application. Le dernier exemple que j'ai choisi, de manière pas très surprenante, concerne Obsidia. Une des choses que l'on fait chez Obsidia, c'est de produire des synthèses scientifiques. On n'est pas les seuls, évidemment, hein, mais c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Et donc l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de partir d'un grand corpus un peu fouillis et d'aboutir à une synthèse scientifique claire et simple. Et donc, voilà, c'est un process sur lequel on a beaucoup travaillé, et on a encore beaucoup de belles choses à venir sur ce sujet-là. Donc, voilà, je pense que c'est un de nos points forts chez Obsidia. Ça me permet de faire, pour finir cette présentation, je vais juste vous parler en quelques mots de ce qu'on fait chez Obsidia. Donc voilà, la transition était toute trouvée. Donc Obsidia, c'est une jeune société, on existe depuis 2019. Et notre mission, c'est vraiment de vous aider à détecter les tendances technologiques de demain, de vous aider à accéder à l'information scientifique dont vous avez besoin. Et pour cela, on vous propose une approche globale sur la gestion de l'information scientifique. On va aider nos clients à repenser la manière dont ils font de la veille. Et donc, on fait cela en s'appuyant sur deux piliers. D'une part, une plateforme logicielle qui analyse l'information scientifique en se basant sur certaines des technologies dont je vous ai parlé précédemment, donc l'intelligence artificielle assez avancée et du traitement automatique du langage, des grands modèles de langue et des approches récentes de traitement automatique du langage. Et on va compléter cela avec un accompagnement global pour s'assurer que ces outils vont bien se positionner dans une démarche globale, que, comme je le disais, les 4 étapes sont bien encadrés, et que du coup, nos clients arrivent à tirer le maximum de leur veille technologique en termes de résultats opérationnels pour leur business.
Pour revenir très rapidement sur la plateforme, on a différentes fonctionnalités. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, je suis à votre disposition. Mais globalement, on essaye d'outiller l'ensemble du processus de veille technologique, donc l'identification des articles les plus pertinents, la détection de nouveaux concepts, la synthèse de la littérature, j'en ai parlé, l'analyse des tendances technologiques et bien évidemment un outil, une plateforme qui va permettre de partager au sein d'une organisation les concepts aux bonnes personnes. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Sylvain. Alors effectivement, il y a des premières questions. Quid de l'apport du screening des bases de brevets? Alors, à mon sens, les brevets et les articles scientifiques sont vraiment deux piliers fondamentaux de ce type d'approche. Et les deux choses sont tout à fait complémentaires et tout à fait intéressantes chacune. Quelques différences, quelques avantages inconvénients des deux approches. Les brevets, typiquement, donc déjà les brevets sont open source depuis plus longtemps que les articles scientifiques. Un brevet, c'est le fait de partager sa connaissance en échange d'un droit d'exploitation. Donc, le partage de connaissances impliquait que la documentation brevet soit en open access. Donc ça, c'est un gros avantage des brevets. Un autre avantage des brevets, c'est que globalement, par rapport, un avantage pour les industriels, on va dire, c'est que globalement, les brevets sont plus appliqués, plus proches du marché. Donc évidemment, avec les articles scientifiques, on va pouvoir repérer les choses un peu plus tôt, mais ce qu'on va repérer dans les brevets sera potentiellement un peu plus facile à appliquer, un peu plus rapide à appliquer, et donc potentiellement un peu moins risqué. Un inconvénient, à mon sens, des brevets, c'est que la littérature brevet est relativement fouillis, on va dire, et il y a vraiment un jeu de chat et de souris entre les rédacteurs de brevets et les gens qui accordent les brevets, où finalement les auteurs de brevets vont chercher à protéger le plus de choses en divulguant le moins d'informations possible. Donc, ils vont essayer de protéger une approche hyper globale en donnant le moins de détails concrets sur la manière dont le processus va être mené à bien. Et du coup, on a une information qui est globalement un peu plus floue. Les articles scientifiques, en principe, l'idée est tout autre. L'idée, c'est vraiment qu'un autre scientifique à l'autre bout du monde puisse reproduire l'expérience. Les chercheurs vont essayer d'avoir le plus d'impact possible avec leurs articles, et donc ils vont essayer de les rendre les plus précis possibles, les plus détaillés possibles. Et donc, en termes d'information, ça a aussi un impact. Voilà, donc on a vraiment ces deux types de bases d'informations scientifiques qui sont à exploiter en parallèle en tirant les avantages de l'une et de l'autre. Merci. Autre question. Il y en a d'autres. Est-ce que votre plateforme est utilisable pour une seule recherche, pas dans le cadre d'une veille technologique orientée business, mais dans le cadre d'une synthèse de la littérature à utiliser pour la rédaction d'un article scientifique? Alors, oui, tout à fait. Par rapport aux deux timelines, aux deux typologies de processus de veille dont je parlais tout à l'heure, notre plateforme est effectivement adaptée aux deux. Et on a notamment beaucoup travaillé sur cette idée de la veille ponctuelle. Et ensuite, voilà, en termes d'utilisation, on peut, tout va dépendre des cas. Notre business model le plus standard, c'est d'avoir des abonnements, mais on peut également travailler sur des choses
vraiment one shot si c'est intéressant pour nos utilisateurs. Merci. Alors, pourquoi ne pas adapter la profondeur ou taille de son réseau de neurones en fonction de la taille de sa base d'apprentissage? Ah bah évidemment, c'est ce qu'on est un peu obligé de faire, mais c'est une contrainte. C'est une contrainte parce que ça veut dire que les réseaux de neurones entraînés sur une base plus petite ont moins de paramètres, moins de flexibilité et du coup sont globalement, sont toutes choses égales par ailleurs, seraient moins performants. On a vu qu'il y avait des avantages à avoir des réseaux plus petits entraînés sur des corpus plus petits. Ça permet de se baser sur une information qui est plus fiable et donc ça a aussi des avantages. Mais c'est vrai que dans l'absolu et toute considération de coûts et d'environnement mise de côté, l'idéal, ça serait des réseaux de neurones très très grands entraînés sur des très très grands corpus d'informations de très très haute qualité. Mais voilà, on est obligé de faire des compromis. Le compromis OpenAI, ChatGPT et grands modèles de langue de manière générale, ça va être on prend le plus d'informations possible, des réseaux les plus grands possibles, et on essaye d'avancer de cette manière-là. Il y a d'autres compromis qui sont possibles et qui donnent des résultats très intéressants où effectivement on entraîne des réseaux plus petits sur des corpus plus petits, mais avec une information de meilleure qualité. Merci. Quelles sont selon vous les barrières au développement de l'open access? Elles sont multiples. La principale difficulté, c'est le business model de l'édition scientifique, qui est un business model qui date de l'époque du papier. Et donc, quand on avait des journaux papier, il fallait les mettre en page, les imprimer, les envoyer. Et donc, c'était tout à fait évident et logique qu'on allait avoir un fonctionnement par abonnement. Quand le web a été créé, a été inventé au CERN, spécifiquement pour partager des articles scientifiques. Mais finalement, le web a servi à tout un tas de choses et les entraves au partage de l'information scientifique ont demeuré. Donc voilà, de ce côté-là, on a des acteurs qui évidemment, voilà, suite à la digitalisation des journaux scientifiques, finalement, le business model sur abonnement est resté. Les éditeurs scientifiques ont pu créer beaucoup plus de journaux et donc globalement, les frais pour s'abonner à l'ensemble de la littérature scientifique ont augmenté. Et donc évidemment, eux c'est leur business model et ils le défendent, c'est somme toute assez logique. Une autre barrière au développement de l'accès ouvert, ça va être le fait que les universitaires, les chercheurs sont souvent pris au piège par ces maisons d'édition parce qu'ils ont besoin de publier dans des journaux à fort impact. Et donc, ces journaux à fort impact sont la propriété de ces grandes maisons d'édition. Pour leur carrière, ils ont besoin de publier dans ces journaux connus. Et donc, ils sont quelque part obligés de passer par les grands éditeurs. Et finalement, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, notamment avec des technologies comme ChatGPT qui permettent de créer des faux articles scientifiques de toutes pièces assez rapidement, on voit que le fait de vérifier, d'avoir une revue par les pairs sur les articles, ça devient aussi de plus en plus important. Et donc, ça fait que dans le pipeline de l'édition scientifique, on a de plus en plus besoin de solutions logicielles et de monde pour vérifier les articles. Et donc, ça
ça crée des coûts qui sont croissants et qui font que il faut bien trouver un moyen de gérer ces coûts. Voilà, donc c'est les 3 principales raisons qui, à mon sens, ralentissent le développement de l'accès ouvert, mais avec le plan S, avec les choix des financeurs de la recherche de développer l'open access, à mon avis, c'est vraiment une question de temps et les résultats sont déjà là, hein, mais ça va continuer et d'ici quelques années, l'essentiel de la littérature scientifique sera en accès ouvert. Merci. Auriez-vous des exemples sur des cas plus difficiles, tels que évolution de la voiture électrique, évolution du type d'énergie produite par la France, évolution de l'agriculture, etc. Alors, est-ce que j'ai des exemples précis? Il n'y en a pas qui me viennent en tête là tout de suite, mais sur le principe, il faut bien voir que ces technologies de traitement automatique du langage, elles permettent de traiter les articles à les documents scientifiques, hein, pas juste les articles brevets, etc., avec tous les niveaux de détail. Donc, si on veut tirer des analyses, on va dire, un peu plus macro, un petit peu plus globales, comme quelle est l'évolution générale de la voiture électrique, on va utiliser des outils qui sont un peu plus macro. On en a sur notre plateforme et il y en a beaucoup d'autres où on va chercher à analyser de manière assez globale un corpus et de manière classique tirer de cette analyse un peu plus globale des grandes tendances et des signaux faibles et interpréter ces grandes tendances et ces signaux faibles pour essayer de deviner ce qui se prépare pour le futur. On sait que deviner ce qui va se passer, c'est toujours difficile, mais disons avoir des arguments pour orienter la réflexion. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est très important. On a travaillé chez Obsidia sur des projets de ce type-là, notamment avec la Commission européenne, avec une agence de financement de la recherche qui se positionnait de manière très amont dans le développement de la recherche scientifique et qui du coup nous a demandé de développer une procédure pour identifier des technologies vraiment très émergentes. Donc typiquement, leur idée, c'était vraiment de détecter, ce qu'ils auraient aimé faire, c'est détecter le boom de l'ordinateur quantique, par exemple, il y a 15 ans. Et donc, on a vu que parmi les choses que l'on arrivait à remonter de la littérature scientifique, il y avait ce type d'hypothèse-là, et que du coup, c'est des outils qui étaient tout à fait pertinents dans ce type d'approche. Merci. Alors, on va prendre 2 autres questions, les 2 dernières questions, pour essayer de rester dans le timing de midi. Est-ce que vous avez créé votre propre modèle de NLP ou avez-vous récupéré, acheté un modèle pré-entraîné que vous avez ensuite fine-tuné? Alors voilà, on reste une petite société assez jeune et effectivement, on n'a pas les millions de dollars nécessaires à la création from scratch d'un modèle de langue. Et donc, il s'agit bien évidemment le process d'innovation dans notre domaine, c'est vraiment des grands acteurs qui créent de toutes pièces des nouveaux modèles de langue et ensuite ces technologies sont disponibles effectivement soit à l'achat, soit en se basant sur des modèles open source et on peut les réentraîner, les combiner, les structurer intelligemment la manière dont on les exploite dans des pipelines d'analyse spécifiques et à partir de là construire des outils. Et donc c'est ça l'approche que l'on a mis en œuvre chez Obsidia.
Merci. Et dernière question, comment bien choisir la solution de veille? Alors, pour moi, quand on envisage un projet de veille, c'est vraiment important de revenir aux 4 étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va chercher à bien définir euh, quels sont les besoins, quel est le planning, qu'est-ce qu'on veut véritablement faire avec la veille. On va réfléchir au type d'information que l'on va vouloir aller chercher et à la manière dont on va vouloir récupérer cette information. On va réfléchir à ce qu'on veut en tirer, comment on veut analyser ces corpus et on va réfléchir à la manière de la diffuser. Et une fois qu'on a réfléchi à ces 4 étapes, eh ben, on a une manière beaucoup plus on va dire, informée de benchmarker les différents outils pour voir quels sont ceux qui correspondraient le mieux à ce qu'on a prévu de faire sur chacune des 4 étapes. Nous, c'est vraiment quelque chose que l'on essaye d'apporter à nos clients. On veut vraiment aider nos clients, nos utilisateurs à avoir cette démarche globale, à réfléchir de manière complète à leur cycle de veille technologique. Et on est là évidemment pour les aider et les orienter dans cette analyse et ensuite à leur mettre à disposition les outils les plus pertinents pour répondre à leurs objectifs, en espérant que ce soit Obsidia, mais si ce n'est pas le cas, on sait aussi conseiller d'autres outils si c'est des cas d'usage autres. Merci Sylvain. Eh bien, c'était la dernière question, ce qui nous permet de clôturer ce webinaire. Alors, merci à vous d'avoir participé très nombreux à ce webinaire. On est ravis. Vous le savez, on organise régulièrement, donc n'hésitez pas à consulter la page webinaire, n'hésitez pas à nous rejoindre en tant que membre. On est à votre disposition s'il y a besoin d'échanger, bien entendu. Et puis je laisse donc replay et lien vers les supports de présentation vous seront envoyés dans la journée. Et je laisse le mot de la fin à Sylvain Massif d'Obsidia, qui était membre de France Innovation. Eh ben, merci à tous pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé et si vous voulez poursuivre cette discussion, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.